La région Hauts-de-France est le troisième pôle d'excellence santé en France et possède de nombreux atouts. En effet, la filière santé, nutrition, alimentation et bien-être dans les Hauts-de-France, ce sont 32 000 emplois et près de 1100 entreprises dans la région. Alors un nombre d'emplois qui s'est développé dans notre région, dû notamment aussi à la crise sanitaire. Pour autant, ces emplois ne sont pas tous pourvus. Et on va en parler de cette filière santé régionale, de son développement et de l'emploi avec mes invités. Bonjour à toutes et tous. Perrine L'Espagnol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe d'Eura Santé, bienvenue. Charline Dersin à vos côtés, vous avez fondé la start-up Well with Waves. Vous nous expliquerez exactement de quoi il s'agit. Merci d'être là. En face de vous, Karima Zaidi, vous êtes responsable emploi et relations employeurs pour Lille Avenir. Et enfin, Thomas Morgenrod, vous êtes vice-doyen de l'UFR3S, Sciences de santé et du sport pour l'Université de Lille. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, merci d'être avec nous. On va montrer dans cette émission le dynamisme et les opportunités en matière de formation, d'emploi de cette filière régionale de santé, portée notamment par Eura Santé, et notamment à travers la présentation de plusieurs actions que vous menez, vous, Eura Santé, et notamment la première, c'est Hipster. Alors, Hipster, c'est un dispositif pour sensibiliser les étudiants à la filière santé, mais aussi à l'entrepreneuriat. En quelques mots, Perrine L'Espagnol, c'est quoi Hipster? Hipster, c'est ce bootcamp en fait qui réunit chaque année 120 étudiants. On propose à ces étudiants de passer un week-end sur des problématiques de santé, d'alimentation, de bien vieillir ou plus récemment de sport. Et ces étudiants viennent finalement apporter leur aide, leur éclairage à des entrepreneurs qui ont une problématique, qui se disent tiens, je voudrais lancer un nouveau produit, un nouveau service, je voudrais mieux adapter mon produit ou mon service aux besoins des usagers, et quel regard peut être apporté par les étudiants. C'est incroyable en fait ce qu'ils produisent en 48 heures et l'aide qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Et comme vous le disiez, c'est forcément une passerelle finalement vers l'emploi, puisqu'il y a cette connaissance mutuelle qui permet pendant ce week-end d'établir des liens entre les employeurs et puis les étudiants. Alors ça existe depuis 2016, première édition en 2016. Alors justement, avant de dresser un peu le bilan et puis peut-être d'évoquer les exemples de projets qui en sont sortis, petit reportage sur l'édition 2022. Boris Nicolas s'était rendu sur place, c'était fin 2022, regardez. Dans les couloirs de la fac de médecine de Lille ce dimanche matin, les visages sont fatigués. Mais la course contre la montre arrive à son terme et ces étudiants d'établissements supérieurs et de recherche s'apprêtent à exposer leur projet devant un jury de professionnels après 48 heures de travail acharné. On te donne un timing, on te donne un projet, on te donne une entreprise et l'objectif c'est d'apporter une solution innovante en 48 heures. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Je suis hyper excité là. Enfin, j'ai retrouvé la forme juste après le petit-déj. J'ai pris une douche, ça m'a bien remis en état. J'ai hâte que ça se finisse, j'ai hâte d'avoir un peu les résultats. Arrivé vendredi soir, ces 120 étudiants se sont organisés en petits groupes de 5 et se sont penchés sur les projets innovants de 12 entreprises sélectionnées pour l'événement. Objectif, confronter sa créativité à celle d'une autre équipe avec l'espoir au bout de remporter le challenge Hipster. C'est des idées nouvelles qui émulent, là je vais récupérer un petit peu ça, je vais le présenter à l'équipe, on va voir ce qu'on peut en faire. On va prendre toutes ces idées-là, les quelques outils qui ont été créés, et on va se dire voilà, demain qu'est-ce qu'on peut faire sur ce qui a été proposé, et dans 6 mois qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mis en place en 2015 par Eura Santé, le dispositif Hipster a permis d'accélérer l'innovation des entreprises du secteur de la santé et de la nutrition. Il permet aussi de mieux le faire connaître. À chaque fois qu'on a organisé Hipster, il y a toujours un job dating qui est organisé sur les événements de manière différente chaque année. Et l'idée, c'est que nous, on apporte vraiment un suivi auprès des entreprises qui proposent des offres et un suivi auprès des étudiants qui cherchent une offre de stage, d'alternance ou un premier emploi. Ce suivi, il est effectué après le Hipster et les étudiants, en moyenne, 70% des personnes qui candidatent aux offres trouvent un emploi en fait, parmi les entreprises de notre écosystème. Depuis sa création, plus de 900 étudiants ont participé à cet événement.
unique en Hauts-de-France. Eh oui, 48 heures en effet à travailler, à innover finalement. Un bon cru cette édition 2022, Perrine ? Ouais, ça a été un bon cru. C'est la première année qu'on renouvelait avec le format classique parce que pendant le Covid, on avait dû un peu se réinventer et faire les choses à distance. C'était une belle expérience, mais c'est vrai que ça fait plaisir de revenir dans cette dynamique présentielle. Et on a pu observer une fois encore qu'il y avait une belle interdisciplinarité des profils dans les équipes et c'est ça qui fait la richesse vraiment du projet qui est proposé in fine et de la complémentarité de l'équipe. On a quelques chiffres peut-être, combien de projets, combien d'étudiants pour cette édition ? Alors, on avait 12 projets et à chaque fois, il y a 2 équipes d'étudiants, 2 équipes de 5, comme c'était expliqué dans le reportage, qui travaillent sur ce projet. Donc, ça nous fait 120 étudiants et chaque année, on a beaucoup de demandes. Donc, on essaye finalement de créer un équilibre entre les formations pour qu'il y ait des littéraires, des scientifiques, des créatifs. Et ça, on le tient à notre partenariat avec l'Université de Lille. Même si on a 26 écoles très impliquées dans cette édition 2022, on a ancré en fait avec l'Université de Lille au long cours ce projet de Hipster. Parmi les projets, le vôtre, Charline Dersin, vous avez créé Well with Waves, je me concentre quand je le dis, mais je l'ai bien dit. Vous aviez participé, c'était un des projets lauréat d'ailleurs, non ? Exactement. Donc on a parlé d'Hipster, il y a la version un peu plus longue d'Hipster qui s'étend sur 2 mois. Donc c'est pour des projets un peu plus longs et dans ce cas-ci, les étudiants étaient amenés à travailler sur la régulation du stress thermique sur les tabliers de radioprotection en milieu médical. Donc en fait, le caractère non respirant du blindage du tablier fait que pour les personnes, c'est difficile au quotidien à porter et donc ils devaient travailler sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous ? C'était très enrichissant, donc déjà parce que on ne leur demande pas de faire de l'exécutif, on leur demande d'être force de proposition, donc quelque part il faut leur laisser suffisamment d'éléments, mais pas trop, pour avoir une réflexion sur le sujet. Et ensuite, dans ce cas de figure-là, effectivement, comme vous l'avez dit, le projet a été lauréat. Ils ont proposé une piste qui était assez intéressante, une solution qui reprenait plusieurs sujets innovants, qui du coup va être repris par Centrale Lille par la suite pour être développé et du coup, on espère mis au point. Vous en êtes où avec votre projet là ? Un prototype qui a été effectué ou... On a un prototype du coup de démonstration. L'idée maintenant, ça va être de passer à un prototype fonctionnel. Donc pour ça, on travaille avec les établissements de santé et les confectionneurs. Et j'espère derrière pouvoir lancer la certification, donc le marquage CE avant la commercialisation, qui sera prévu pour 2025. Vous avez également participé, vous avez bénéficié du DU HEP, on en parle dans un instant avec vous. Avant cela, juste Perrine, c'est hyper important, c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour les étudiants, on l'entend, que pour les porteurs de projets. C'est ça finalement le... Exactement, c'est un partenariat finalement entre les porteurs de projets et les étudiants. Et j'imagine qu'il y a un apport pour les deux dans le sens où les employeurs y reviennent et ont toujours envie de proposer une problématique. Là, on est en plein appel à projet justement, donc les entreprises qui veulent soumettre une problématique pour 2023, c'est le moment. Et puis les étudiants, je constate qu'en fait, ils mettent sur leur CV l'expérience Hipster comme un stage ou l'expérience d'Hipster et on est appelé pour des demandes de référence. Et comme il y a un coach de Rasanté qui accompagne les équipes de 5, les coachs connaissent bien les étudiants pendant ces 48 heures intenses et donc ça permet d'apporter à leurs futurs employeurs des préconisations sur les profils. Ah oui, c'est une référence. Alors depuis 2016, c'est plus, alors il disait dans le reportage, plus de 900 étudiants qui ont participé. Ça commence à être quand même conséquent. En tout cas, c'est reconnu, comme vous le dites. Oui, c'est reconnu et je pense que la méthodologie et le dispositif aussi portent ses fruits et on a d'ailleurs des employeurs, des grosses entreprises de la région qui nous demandent si on ne peut pas le déployer à l'intérieur de leur entreprise avec l'objectif exactement de faire décloisonner à l'intérieur de l'entreprise les services, les profils et d'apporter en fait les étudiants un regard étudiant dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va le faire avec les grossistes du Mine de l'Homme. On a des demandes de la part aussi d'autres entreprises pour dire venez avec des étudiants pendant 48 heures. Nous, on a 5 ou 6 problématiques sur lesquelles on voudrait avancer. Ça permet aussi que les étudiants viennent dans l'entreprise, la visitent et c'est une façon de valoriser la marque employeur et puis de travailler in concreto avec des futurs talents.
Oui, on a bien compris en tout cas, ce bootcamp est une belle entrée en matière pour découvrir les métiers de la filière santé. Alors pour aller plus loin, vous avez lancé avec l'Université de Lille depuis 2018 une formation diplômante afin de former les entrepreneurs de santé de demain, on va le dire comme ça. Il s'agit du DU-HEP, Diplôme universitaire Health Entrepreneurship Program. Pourquoi déjà avoir créé cette formation diplômante? Il y avait un manque, peut-être d'abord vous, Thomas Morgenroth? C'est ça, effectivement. On a parti d'un double constat. D'abord, une formation sous forme de boîte à outils pour les porteurs de projets qui ont des profils soit scientifiques ou médicaux, paramédicaux, qui ne sont pas outillés pour pouvoir passer de l'idée à l'entreprise d'une part et ensuite de pouvoir développer l'entreprise dans un marché ou un secteur qui est quand même très spécifique, le marché de la santé, qui a ses codes, qui a ses problématiques réglementaires d'accès au marché. Et l'idée, c'est de leur donner cette boîte à outils pour qu'ils viennent piocher dedans tous les éléments nécessaires pour pouvoir les accompagner dans leur projet. Et par ailleurs, l'autre constat qui était aussi très important et qui le demeure encore actuellement, c'est le manque de profils de business développeurs qui pourraient accompagner des projets qui sont portés par des profils plus scientifiques, plus justement profession de santé ou paramédicale. Et des fois, il y a des barrières à l'entrée qu'eux-mêmes se dressent, parce que le secteur de la santé est un domaine réservé, où il faut une acculturation peut-être profonde ou longue, ce qui n'est pas forcément le cas. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir le DU à ce type de profil-là pour pouvoir créer des rencontres entre des porteurs de projets et des profils de business développeurs qui souhaiteraient effectivement être associés ou accompagner des projets en santé. En santé. Alors on a suivi justement deux des étudiants qui suivent cette formation. Je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage et puis on continue évidemment à parler de ce programme. Regardez. C'est prêt. Merci. Comme chaque jour, les mêmes gestes. Marine et Clément cherchent à découvrir la molécule visant à ralentir le développement de certaines maladies neurodégénératives, le tout dans les locaux de l'INSERM, un organisme de recherche scientifique. En parallèle, ils suivent le Health Entrepreneurship Programme. Objectif, se familiariser avec le domaine de l'entrepreneuriat. Le programme est divisé en deux grandes parties. Il y a une partie théorique, donc une partie cours, et une partie pratique en immersion en entreprise. L'objectif de ce programme, c'est de nous permettre en tant que chercheurs de mieux appréhender la création d'entreprise, de mieux comprendre ses enjeux et tous les soucis de réglementation qu'il y a notamment autour de la création d'entreprises en santé. Ici, avec leur tube à essai, les chercheurs expérimentent de nouveaux procédés. Après ce programme, ils espèrent monter leur entreprise pour commercialiser les résultats de leurs recherches. En 2018 et en collaboration avec l'Université de Lille, Eurasanté a mis en place ce programme s'adressant aux profils scientifiques. Un tremplin pour Clément, novice dans le milieu de l'entrepreneuriat. L'avantage de ce programme, c'est de pouvoir proposer en fait une formation pour des gens comme moi, par exemple, qui suis scientifique, mais qui n'y connaît strictement rien dans la création d'une entreprise, afin de pouvoir justement nous permettre de nous lancer, de valoriser les travaux de recherche publique au travers d'une société. Un programme qui s'étend sur 9 mois. Avec 3 semaines de cours théoriques, nos deux chercheurs sont désormais prêts pour la prochaine étape, 3 semaines de pratique en entreprise. Alors il me semble que c'est via Eurasanté que se fait cette première présélection depuis 2018. Est-ce que c'est une formation qui a le vent en poupe, entre guillemets ? Oui, c'est une formation qui est de plus en plus connue et surtout qui, comme le disait Thomas juste avant, qui répond à un vrai besoin. Quand même, pour partager un chiffre, on a plusieurs incubateurs à Eurasanté. On en a un qui est le bio-incubateur, qui est un incubateur Allègre, donc avec beaucoup de projets issus de la recherche académique, beaucoup de projets techniques ou deep tech, comme on dit dans le langage actuel. Et sur ces projets, on en a une centaine en cours d'incubation. Il y en a environ 30% qui n'ont pas de chef, on va dire, d'entrepreneurs qui incarnent la tête de l'entreprise et qui finalement va assurer le développement de l'entreprise et sa gestion. Comment dire, au quotidien, on contribue à faire des mariages. Donc, on a des dispositifs comme Partners Connect, qui est finalement une plateforme avec des soirées présentant des associés pour que puissent se faire des bons mariages. Mais on se confronte souvent à des entrepreneurs qui nous disent « Non, mais moi, j'y connais rien à la santé, je me vois mal diriger une entreprise de santé, alors même que je n'ai pas eu de panorama des enjeux de ce secteur-là, ou plus précisément de l'entreprise que je vais diriger. » Donc, le DU, il sert à ça. Et puis, il sert aussi à des gens
gens qui ont toujours été plutôt numéro 2 dans une entreprise, qui auraient envie de passer le pas et qui ont besoin de se réassurer sur des compétences entrepreneuriales. Et puis après, il y a aussi une notion de, il ne faut pas se le cacher, dans un DU, il y a aussi une notion de réseau, de communauté. Oui. Et donc, ça crée aussi des liens, et des rencontres. Il y en a qui viennent là sans avoir identifié de projet au préalable, mais qui rencontrent finalement leur futur associé dans la promotion. Charline Dersin, quand vous entendez le discours de Perrine l'Espagnol, j'imagine que ça vous parle. Vous-même, vous avez fait cette formation parce que vous aviez vous aviez des méconnaissances dans le domaine de la santé, c'est ça? Vous n'étiez pas au départ formé dans le domaine de la santé? Effectivement, comme l'a souligné Perrine l'Espagnol, j'étais donc avec un background plutôt manager classique, donc pas d'expérience dans le volet de la santé. Et donc le DU m'a permis de comprendre toutes les spécificités du marché de la santé, puisqu'il y a quand même un gros volet réglementaire, et puis des façons de gérer l'achat qui sont quand même assez spécifiques. Donc moi, ça m'a donné effectivement un panorama, ça m'a aussi mis à la place des personnes de ce milieu-là, puisqu'effectivement, il y a quand même tout un volet scientifique qu'on n'appréhende pas, et ça m'a rassurée. J'ai rencontré des personnes vraiment de compétences pluridisciplinaires, donc ça m'a rassurée. Je me suis rendu compte que il y avait effectivement des domaines que je ne maîtrisais pas, mais qu'à côté de ça, les autres avaient aussi des domaines sur lesquels moi j'étais plus à l'aise, donc c'était formateur pour tout le monde. D'où l'importance du réseau aussi qui se crée et du lien qui se crée entre les différents étudiants. Complètement, oui. Bon. Thomas Morgenroth, quelques mots sur le programme, finalement, c'est quoi? Il y a 3 grands axes, c'est ça? Oui, alors bon, après là, effectivement, l'aspect théorique, notons quand même qu'il s'agit de personnes qui interviennent, qui sont des experts reconnus dans leur discipline et qui ne vont pas faire un cours théorique, parce que déjà, une intervention, c'est très difficile de balayer tout le champ disciplinaire qu'ils peuvent représenter. Mais toujours est-il, c'est de donner les bons codes, les bonnes clés, et aussi d'être à disposition, puisque on a aussi un réseau d'experts qu'on met à disposition des étudiants et qui peuvent solliciter durant l'année, mais aussi après coup. Il ne faut pas hésiter à les ressolliciter, parce qu'eux-mêmes sont dans des réseaux qui peuvent aussi mobiliser. Donc l'idée, c'est aussi de bâtir au fur et à mesure un réseau d'expertise et d'alumni qui permettent à ce diplôme, autour de ce diplôme-là, de pouvoir accompagner les projets de meilleure façon. Donc le programme, effectivement, un programme qui est plutôt d'abord orienté sur les aspects de business et de management, avec toutes les problématiques de création d'entreprise très rapidement abordées, mais surtout spécifiquement au secteur santé, au travers notamment de la levée de fonds, des différents stades, etc., de développement d'entreprise. Et également l'aspect d'accès au marché, parce que finalement... En santé, c'est pas si évident, en fait. Voilà, donc effectivement, mettre un produit de santé sur le marché, ça obéit à des codes, des règles et une stratégie spécifique qui peut reposer aussi sur des contraintes réglementaires, précisément, alors variées en fonction évidemment de la technologie que l'on veut mettre sur le marché, médicaments ou dispositif médical. Et par ailleurs aussi des éléments de communication spécifiques. Le marketing de la santé est un marketing bien spécifique avec aussi des règles de communication bien précises. Donc voilà, c'est l'aspect réglementaire. Et enfin aussi un bagage un peu scientifique, technique, pour donner aussi un aperçu global des enjeux forts et des comment dirais-je, des préfigurations de ce qui peut arriver plus tard dans les nouvelles technologies, parce que on a des fois un projet, on est un peu enfermé dans ce projet-là. Être en veille, en fait, c'est ça. Et avoir aussi conscience de ce qui se passe, ça permet aussi de créer des connexions avec d'autres technologies auxquelles on n'avait pas forcément pensé. D'accord. On peut s'inscrire. Là, c'est le moment? Oui, c'est le moment. C'est ouvert. Il suffit d'aller sur le site de l'Université de Lille. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'UFR3S, qui est l'UFR des sciences de la santé et du sport, où il y a un onglet formation continue, dans lequel vous aurez tous les éléments d'information. Il y a aussi un site dédié qu'on a créé spécifiquement, où il y a la plaquette de présentation, des témoignages, des vidéos disponibles, et les contacts également des responsables pédagogiques. Et on est à votre entière disposition s'il y a des questions et même des entretiens nécessaires pour pouvoir expliquer dans le détail le déroulé, le fonctionnement et la prise en charge de la formation, le cas échéant. Vous comptez quoi, à peu près une dizaine d'étudiants par an? Entre 10 et 15 à peu près. Donc on choisit aussi de limiter parfois l'échantillon, puisque l'idée c'est d'être aussi... c'est un programme personnalisé. Il y a un entretien individuel au départ, il y a aussi finalement un entretien de suivi, puis ensuite une immersion où on cherche nous-mêmes. Donc c'est le réseau de Rasanté et les équipes de Rasanté qui sont mobilisées pour trouver l'entreprise et le lieu de stage approprié aux besoins de l'étudiant. Donc c'est une logistique très importante. Donc on a des parcours un peu personnalisés qui nécessitent d'avoir un faible effectif.
Bon, en tout cas, tout ça contribue évidemment au développement de la filière santé en région et aussi au développement de l'emploi. Alors, je vous rappelle ce chiffre, 32 000 emplois, dont 12 000 emplois concernent les postes en site de production des industries chimiques et pharmaceutiques. C'est 30% des emplois de la filière. Donc, c'est extrêmement important, mais beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. On va en parler justement de l'emploi et de ce que vous avez mis en place, notamment Eurasanté, en lien avec l'île Avenir. Déjà, en effet, il y a de plus en plus de demandes d'emploi dans notre région, sur tout ce qui est industrie pharmaceutique, etc. Alors peut-être d'abord vous, Perrine L'Espagnol, il y a vraiment une vraie dynamique? Oui, il y a une vraie dynamique sur la création de nouveaux produits et il y a des demandes clientes fortes qui mettent une forme de pression sur les chaînes de production. Alors les chaînes de production essayent de se réinventer et on les accompagne aussi dans la digitalisation de la chaîne de production pour finalement avoir un rendement plus important et aussi des conditions de travail pour les salariés qui soient optimales. Mais mine de rien, il y a besoin de beaucoup de personnel et nous on s'en réjouit qu'il y ait autant de création d'emplois sur le territoire. Et il faut aussi noter que sur ces emplois-là, on est vraiment sur l'ensemble du territoire régional. C'est vrai qu'il y a des usines sur beaucoup de bassins d'emploi, mais il y a une difficulté au quotidien d'identifier ces profils pour deux raisons. Des raisons de compétences, oui un peu, mais surtout parce que des profils s'autocensurent sur le secteur de la santé, pensant que c'est un secteur sur lequel on ne peut pas aller parce qu'il y a justement trop d'enjeux réglementaires, etc. Donc voilà, on est là aussi pour les accompagner, pour faire tomber ces barrières. Oui, ce n'est pas que réservé aux savants en blouse blanche, j'ai envie de dire. Justement, vous avez créé un projet, alors ça s'appelle Une chance pour soigner. Qu'est-ce que c'est? Alors ce nom, on l'a donné après le Covid parce qu'il y a eu beaucoup finalement de communication sur les métiers très nobles du soin et de l'accompagnement des personnes, des patients. Mais pour accompagner ces patients, il faut avoir des médicaments notamment, et finalement les personnes qui contribuent à la production pharmaceutique et qui ne se sont pas non plus arrêtées pendant le Covid et qui ont été au front, c'est aussi un métier très noble et dont on a besoin. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce programme comme ça. Et ce programme, finalement, en résumé, c'est un programme court qui permet de tester autant le savoir-être, parce que c'est important dans la production, et aussi dans une capacité à travailler en équipe, à se soustraire à des normes d'hygiène, etc., que les compétences techniques. Et c'est rapide, c'est une formation qui est rapide et qui permet à des profils de s'insérer sans faire une formation d'1 an, de s'insérer rapidement et de pouvoir être des profils intéressants pour les entreprises. Et on a des beaux parcours et des belles réussites sur ce parcours. Vous le confirmez, Karima Zaidi, vous êtes responsable emploi et relations employeurs pour l'île Avenir. C'est vraiment assez ouvert finalement comme formation. Oui, comme programme. Comme programme. Comme programme, en fait. C'est un tout. En fait, en l'occurrence, oui, je le confirme aisément, même, j'ose dire. Pourquoi ? Parce que c'est un pont. C'est un pont qui permet finalement de réunir les possibilités d'emploi du territoire, donc en l'occurrence sur l'industrie pharmaceutique, et le public. Alors, les primo-accédants, certes, donc les jeunes, mais aussi effectivement les personnes, les adultes, on va dire, comme on les appelle dans notre jargon, en fait, qui sont éloignés de l'emploi, soit par des licenciements économiques, soit par des parcours de vie un petit peu difficiles. Et du coup, ce pont qu'a créé en fait Eurasanté nous permet de présélectionner ces publics, de pouvoir les confronter à une sélection, j'ose dire, bienveillante. Bienveillante, pourquoi ? Parce qu'en fait, recruter uniquement sur un CV pour certains publics peut être compliqué. Quand on est primo, il est difficile effectivement de vendre des compétences. Effectivement, Perrine le disait, les compétences, oui, mais le savoir-être. Et là, en l'occurrence, cela permet finalement de mettre en avant le savoir-être, évidemment la motivation, pour aller effectivement travailler dans ces domaines-là. Et donc, cette sélection, en l'occurrence, nous, présélection, mais cette sélection, par l'escape game, permet effectivement de vérifier en un temps, une demi-journée, finalement, que ces personnes ont non seulement la capacité, en fait, en termes de soft skills, comme on appelle aujourd'hui, pour pouvoir s'insérer dans cette formation, parce que d'abord formation, ensuite dans un système de stage, donc d'immersion en entreprise, pour voir bien l'environnement, c'est pas négligeable, notamment dans l'industrie pharmaceutique, et ensuite il y a des propositions d'emploi. J'ose dire que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, on y revient dans un instant. Nous sommes allés à la rencontre de Camille et Amandine, justement, qui ont été sélectionnés, qui participent à cette formation au sein d'Unitaire. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage.
Former des demandeurs d'emploi, c'est l'objectif du laboratoire unitaire. Par le biais de la formation, une chance pour soigner. Car dans ce site de production près d'Amiens, certains employés sont des intérimaires. Depuis une semaine, Camille est rentré dans l'entreprise et comme quelques-uns de ses collègues, il a suivi ce parcours de sensibilisation. On s'est retrouvé avec beaucoup de personnes où ils recherchaient des personnes qui n'avaient pas forcément l'expérience en industrie pour pouvoir suivre la formation. C'est vraiment bénéfique. Et ça permet aussi une opportunité de découvrir un autre métier. Un cursus proposé par Eurasanté, le but, former une vingtaine de personnes en un mois entre la théorie et la pratique. Amandine participe elle aussi à ce parcours, un moyen d'apprendre sur le terrain. J'ai appris les bonnes pratiques et les bons gestes en termes de sécurité dans le pharmaceutique. Apprendre rapidement, oui, mais pour ce responsable des ressources humaines, le dispositif Une chance pour soigner est l'occasion pour l'entreprise de se développer un peu plus. On y a vu une opportunité vraiment de promouvoir nos métiers et d'essayer de promouvoir aussi du recrutement en ce sens par rapport à nos besoins de développement. On a réussi à capter par ce dispositif des profils qu'on n'aurait pas réussi à capter dans notre process classique de recrutement. À l'issue de la formation, 12 personnes sur les 18 candidats ont été recrutées au sein du site de production. On le voit, il faut être finalement ouvert aujourd'hui pour justement parvenir à trouver les bonnes personnes. C'est ça, c'est vrai qu'il a fallu cheminer avec les employeurs pour qu'ils puissent, comme le disait Karima tout à l'heure, voir autre chose que le CV. Ils ont été obligés, il y a des difficultés de recrutement, pour autant il faut répondre à des demandes. Donc c'est ce qui a fait finalement la force de l'émergence de ce dispositif. Mais les employeurs ont été vite convaincus parce qu'il se passe... Allez, max 4 mois entre le moment où ils nous expriment un besoin et le moment où les profils sont insérés dans l'entreprise. Et pour les profils, c'est en totalité de la mobilisation de 2 semaines et demie entre l'escape game et puis la formation théorique et l'immersion. Il y a 2 semaines et demie. Donc, des deux côtés, finalement, il y a une convergence qui se fait rapidement. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, on a déjà fait plus vite pour des employeurs. Mais par exemple, si on parle d'Amiens, on s'est dit, on a vraiment franchi une étape. Dans les premières fois où on sensibilisait sur des profils, on avait plutôt un public d'une quinzaine, vingtaine de demandeurs d'emploi qui se présentaient. Là, sur Amiens, on a eu 80 demandeurs d'emploi qui sont venus. Oui, on avait 110 inscrits, on a passé une information. On a montré que justement, les employeurs, quand ils expriment un besoin derrière, ils prennent les profils. C'est pas juste de la communication pour in fine aller prendre des profils plus classiques. Ils vont jusqu'au bout de la démarche. Et donc, cette démarche, elle a donné confiance petit à petit. On a maintenant 1 an et demi, 2 ans de recul sur le sujet. Et donc, on voit que ça a fait ses preuves. Et les employeurs, ils y reviennent parce qu'ils savent qu'on est réactif et qu'on arrive à leur proposer des profils. Et oui, c'est là aussi gagnant-gagnant. 15 sessions de formation qui ont eu lieu sur les Hauts-de-France depuis la création, 539 personnes sensibilisées, 323 personnes qui ont participé à l'Escape Game et 59 personnes qui ont été recrutées avec finalité positive, comme on dit. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur les sites d'information qui s'affichent sur votre écran pour retrouver toutes les informations relatives à la filière santé ou à la formation aux emplois et à Hipster. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.